Bonjour à tous et bienvenue sur Alternante FM, c'est Bouquins en Bretagne, nouvel épisode en ce mois d'avril. Alors 2 auteurs aujourd'hui présents sur ce plateau. On va voyager dans le temps, on va partir dans le passé en deuxième partie d'émission en compagnie d'Élie Durel qui reviendra sur un corsaire nantais. Ce nom est très connu à Nantes, c'est celui de Jacques Cassard, et peut-être moins connu ailleurs et on essaiera de comprendre pourquoi. Donc son livre Le plus grand venait de Nantes, Jacques Cassard, le corsaire oublié, aux éditions L'Ancre de Marine. Et donc en compagnie d'Élie Durel que je salue, qui est déjà venu à plusieurs reprises sur ce plateau, et un nouveau sur ce plateau. Je suis très content de recevoir Patrick Lehébel pour son roman Chage-Nantor, publié aux éditions, ou Antigone 14 éditions. Alors c'est un ouvrage on qualifiera de fiction, d'anticipation, peut-être d'épouvante. On va voir avec notre auteur si tous les termes que je propose là sont vrais pour ce livre très intéressant qui est Patrick Lehébel. Je vous salue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Bouquins en Bretagne. Merci. Alors ce livre, c'est votre 3e roman. On peut parler rapidement des 2 précédents et quel a été aussi votre métier ? Oui, bien. Celui-ci, donc, c'est de la science-fiction, comme vous l'avez dit, oui. Et j'en ai écrit 2 autres avant, 3 autres en fait, mais le dernier n'est pas sorti. Et donc le premier, c'était aussi de la science-fiction. Il s'appelle Iridium Apocalypse. Et il se passe dans les bassins sous-glaciaires de l'Antarctique. Bon, on a parlé assez récemment, puisque les Russes ont fait un forage à Vostok il y a quelques années, là, et donc ils débouchent sur une théorie personnelle de l'extinction des dinosaures. Voilà. Et non farfelu, je précise. Et le deuxième, c'était un peu un intermède, donc j'ai été édité d'ailleurs chez la même maison que collègue Durel ici présent, donc L'Ancre de Marine, puisque là il s'agissait d'aventures maritimes. C'est L'Or du Kent, donc qui est moitié historique, moitié autobiographique, puisque j'y raconte la prise du Kent par Surcouf en 1800. Et ma propre recherche du trésor, donc de cet or du Kent, voilà. Ça, c'était le deuxième. Le troisième, donc... Chage-Nantor, sur lequel on va revenir. Mathématicien de formation, Mathématicien, aussi, vous avez été enseignant ou Oui, enseignant, et puis j'ai fait un tout petit peu de recherche dans le cadre de ma thèse. Donc avec tout ce que vous avez accumulé aussi d'études, et ça vous a donné envie d'écrire ? De toute façon, je suis intéressé par tout ce qui est scientifique et même au-delà, on va dire. J'ai toujours eu envie d'écrire et puis maintenant que j'ai un peu le temps, je suis passé à l'acte. Alors, on va en venir immédiatement à Chage-Nantor. Sur la photo de couverture, on voit un télescope géant qui n'est pas du tout de la fiction, hein, ça existe bien. Ce lieu, Chage-Nantor, je vous laisse le présenter, mais c'est en Amérique du Sud. Voilà, donc, dans la cordillère des Andes. Le point de départ du livre, nous sommes en 2030, donc dans quelques années. Oui. Et l'action, on va dire, se déroule principalement, au départ du moins, débute au Chili et se termine au Chili. Je voulais juste planter le décor, si vous voulez, Patrick Lehébel. D'accord, oui. Donc, Chage-Nantor, c'est le Liano de Chage-Nantor, c'est l'endroit c'est le lieu du plus grand radiotélescope, en service actuellement dans le monde, donc qui est braqué en ce moment beaucoup sur les exoplanètes, puisque c'est un sujet d'actualité. Et donc, dans ce roman, on reçoit un signal d'une exoplanète. Voilà. Alors, il y a quelques scientifiques, hein, ils sont une petite poignée, 4 ou 5, je crois, qui sont qui se retrouvent à écouter justement cette voix venue d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que cette voix est celle d'un Breton de Saint-Nazaire qui s'appelle Anatoly Le Fur, et il renvoie l'image, on peut le dire, ça sans dévoiler bien sûr l'essentiel du livre, mais ça c'est important peut-être de le dire, c'est que il renvoie à ces scientifiques de 2030 une image de la Terre bien des années dans le futur. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce que je le dis bien? Oui, c'est bien dit. Oui. C'est-à-dire que mais ce qu'il faut peut-être aussi expliquer, c'est que pourquoi il est capable de nous raconter ça, c'est que ce personnage et tous les personnages d'ailleurs, disons, il y a 2 équipes de personnages. Il y a l'équipe qui est à Chage-Nantor au début du livre, comme vous dites, et l'équipe qui est à Chage-Nantor à la fin du livre. Dans cette deuxième équipe, mes personnages ne sont plus
tout à fait exactement des humains, mais des mutants. Des mutants, ou plus précisément, d'ailleurs, faut être assez précis, des OGM. OGM, organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont plus exactement les gènes de l'humanité, mais on leur a additionné un gène de longévité. Bon, ça, c'est pas... On n'est pas tout à fait on est encore une fois là dans l'anticipation raisonnable, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus très loin de pouvoir faire ça. Hein. On est capable à du maïs de lui mettre des gènes de résistance à tel ou tel herbicide. On peut tout à fait imaginer, parce que attention, la longévité c'est une histoire génétique. Hein. La longévité d'une espèce c'est évidemment génétique. Un chien vit une quinzaine d'années, nous, 120 ans maximum. Une tortue des Galapagos va vivre 200 ans sans problème. Donc on voit bien que la longévité c'est une question génétique. Donc pourquoi pas imaginer greffer sur un œuf humain un gène de longévité. Donc c'est ce que j'ai imaginé tout simplement dans ce livre, et c'est pour ça que mon personnage est à même de raconter une si longue histoire. Voilà. Alors effectivement, il y a cette notion de temps qui est assez extraordinaire, parce que là on raisonne plus en quelques dizaines d'années, c'est même en quelques centaines d'années, puisqu'on le voit à un moment, les personnages ne vont pas être totalement immortels, parce qu'il y a des maladies, une maladie qui ressemble, vous l'appelez l'overfull, hein, oui. Qui ressemble à la maladie d'Alzheimer, qui va causer aussi des ravages, mais on sent que la Terre, telle qu'on la présente, est devenue un endroit petit dans l'univers ou dans ce monde tout. Oui. La Terre est un endroit petit, il faut en avoir conscience. Présentez-vous cette Terre telle qu'elle est décrite par Anatoly Le Fur, où il n'y a plus vraiment d'État, c'est un ordre mondial qui règne. Hein. Oui. C'est-à-dire là c'est un autre volet, c'est le volet un petit peu politique de la chose. Donc on peut rêver. Je rêve d'ailleurs d'un État mondial, parce que on voit trop maintenant. Je veux dire, on a encore l'histoire, tout récemment l'histoire des Panama Papers, où on voit bien comment les gens peuvent jouer avec cette multiplicité d'États et voilà tous les problèmes qui peuvent survenir, qui ne surviendraient pas a priori si on avait un État unique. Donc on peut espérer tendre vers cet état de choses, cet état de fait. Mais malheureusement, on n'est jamais non plus à l'abri là en l'occurrence d'une dérive autoritaire, quoi. Donc c'est ce que j'ai essayé d'imaginer. Il y a aussi toute une explication sur comment la Terre en est venue là. Hein, sur des raisons économiques, raisons écologiques également, une surpopulation. Tous ce sont des sujets qui apparaissent pour montrer à l'époque où Anatoly Le Fur en parle qu'est devenue la Terre. Oui, évidemment. Je veux dire, un des problèmes de l'immortalité, si on y accédait, c'est la surpopulation qui s'en suivrait inévitablement. Pas plus tard qu'avant-hier, il y avait eu une émission sur France Inter qui s'appelait, c'est dans la tête au carré. Le titre de l'émission, c'était l'immortalité à portée de main. Et donc Jean-Michel Truong, qui participe à l'émission, évoquait les chiffres de la population française, pas mondiale, mais française. Si par extraordinaire la mortalité s'annulait. Donc on obtient des chiffres, je les ai notés là, mais enfin c'est de l'ordre de 600 millions, 680 millions dans 200 ans. Voilà. Donc effectivement, vous voyez, je suis même en deçà de la réalité dans mes chiffres mondiaux, moi, puisque j'évoque le chiffre de 20 milliards à un horizon comparable. En fait, que souhaite ce gouvernement mondial, je veux dire, en matière justement de longévité, d'immortalité, parce que là, vous montrez très bien, c'est c'est l'homme qui intervient, hein, c'est l'apprenti sorcier, et on verra que ce qui est décidé, notamment en matière de surpopulation, c'est de diminuer, parce qu'on ne sait pas comment arrêter cette surpopulation, mais d'un autre côté, on cherche aussi l'immortalité. Donc, comment arriver justement à maîtriser ces deux choses ? Ah oui, c'est les choix, je dirais, de l'auteur. On imagine quelque chose, mais je reviens à la même mission dont je vous parlais, la même tête au carré. Là, il y avait aussi un autre invité qui était Miroslav Radman, qui lui est scientifique et faisait remarquer que quand on se hasarde sur la prédiction, souvent ça s'avère très très mauvais. Donc lui préfère chercher au quotidien et ne pas trop se projeter dans l'avenir.
bon, moi, c'est le point de vue inverse. J'ai voulu me projeter pour imaginer ce que pourrait être un avenir de l'humanité. Après, je prétends pas détenir une quelconque vérité là-dessus, bien sûr. C'est vraiment des sujets qui vous passionnent ? Il y a beaucoup de sujets qui me passionnent. Tout ce qui est cosmologie qu'on retrouve. Oui. C'est tous ces problèmes de génome humain. La cosmologie, oui, j'en ai besoin dans mon livre parce que évidemment, on est en train de parler d'un message qui nous provient, on l'a compris, du futur. Donc, pour qu'un message nous provienne du futur, il faut imaginer un univers qui n'est pas exactement celui dans lequel nous pensons vivre dans l'état actuel de la science. Mais là aussi, ça change beaucoup. Vous voyez, exemple, le Big Bang. On parle du Big Bang. La communauté scientifique admet très majoritairement, même à 99%, l'existence de ce Big Bang. 99, attendez. Non, en 2015, je crois qu'on est déjà, on n'est plus à ce chiffre-là, parce que, je veux dire, on s'est aperçu, par exemple, que l'expansion de l'univers qu'on croyait ralentie est en fait accélérée. Ça en met un coup au Big Bang. Il y a des théories alternatives, comme la théorie, la gravité à boucle, gravité quantique à boucle, qui élimine le Big Bang. La théorie des cordes aussi tendrait à éliminer le Big Bang. Moi, personnellement, je vous dis franchement, je ne crois pas au Big Bang. Donc, je veux dire, il faut voir qu'on peut remettre ces choses-là en question. Et donc, alors attention, dans mon livre, Chage Nantor, il y a un Big Bang, mais pas exactement le même que celui de la science actuelle. Mais bon. Juste une question à Élie Durel, qui travaille beaucoup sur le passé. Dans ses livres, c'est des sujets qui t'interpellent quand même, parce que c'est aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans le livre de Patrick Lehebel, c'est plein de choses dont on parle aujourd'hui, la découverte d'exoplanètes. Donc, même si effectivement il y a toute une anticipation qui est développée dans ce livre, il y a des sujets vraiment d'actualité, puis qui de jour en jour, il y a de nouvelles hypothèses, de nouvelles informations qui arrivent et qui sont pas destinées qu'aux chercheurs, mais aussi au grand public. Je crois que depuis que l'homme existe, ce sont des choses auxquelles il pense. Je pense que c'est des grands. L'immortalité, oui. L'immortalité, Mathusalem, etc. Donc c'est effectivement quelque chose qui a toujours préoccupé l'homme. Ouais. Et moi qui me passionne aussi, au demeurant. Ouais. Je ne sais pas si Patrick s'intéresse au radiotélescope de Nancy. Du côté de Vierzon, en tant que philatéliste. J'imagine, qui est censé écouter l'espace. On a envoyé un message, on espère qu'on aura une réponse. Il n'y a toujours pas de réponse à ma connaissance. Non, c'est le programme SETI. Voilà. Donc, j'avais été visiter d'ailleurs ce radiotélescope. C'est une interrogation humaine tout à fait légitime, et elle est à l'échelle de ce que peut être Dieu. D'ailleurs, certains savants, certains astronomes, etc., on dit parfois que quand on réfléchit à la création de l'univers, il arrive un moment où on est un peu embuté. Alors, soit on devient fou, soit on croit en Dieu. Le Big Bang, c'est un petit peu ça. Voilà. C'est ce que je lui Donc, c'est quand même des choses qui sont d'une puissance philosophique, une puissance intellectuelle absolument extraordinaire. Et je lirai avec plaisir le livre de Patrick. Ouais. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que tu évoquais Mathusalem, et donc vous avez parlé d'Overfull dans mon livre, la maladie plus ou moins d'Alzheimer, qui a aussi le nom dans mon livre de syndrome de Mathusalem. Donc, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la maîtrise que l'homme veut avoir sur le nombre de personnes qui naissent chaque jour et qui font que la Terre peut être surchargée humainement, on va le dire. Et en fait, à vouloir manipuler un certain nombre de choses, on se retrouve peut-être en voulant avoir l'homme parfait, c'est de se retrouver à aller dans le sens complètement inverse, c'est-à-dire à une désertification humaine de la Terre. Et oui, on le sait bien, que le mieux est l'ennemi du bien. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans ce livre-là, quoi. Et il y a aussi parce que ce livre-là est plein d'interrogations, en fait, parce que ça donne à réfléchir. Et justement, quand on imagine, on parlait d'immortalité, mais l'homme immortel ne finit-il pas par s'ennuyer sur Terre ?
C'est un risque évident. Parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce livre. Oui. Pas seulement. Décidément, pour la 3e fois, je vais vous parler de l'émission d'avant-hier, où Jean-Michel Truong évoquait justement, précisément, ce problème d'ennui qui devrait survenir avec une longévité accrue, quoi. Effectivement, si on vit 500 ans, qu'est-ce qu'on fait à la retraite? Sauf si dans les auteurs, on s'ennuiera pas. Non, bien sûr. Il y a toujours des sources d'inspiration. Oui. Mais en matière de surpopulation, moi, je ne crois pas qu'il y ait un problème sur la Terre. Il y aura toujours des phénomènes de régulation, plus ou moins naturels d'ailleurs. Quand on voit dans le règne animal, les animaux s'autorégulent en termes de population. Moi, j'ai vu en Sologne, puis j'ai vécu une dizaine d'années, des phénomènes tout à fait étonnants parmi les lapins de Garenne, et qui volontairement vont, encourager la propagation de la myxomatose, et ils se déciment par milliers. Il y a d'autres animaux en Afrique ou dans le Grand Nord qui, pareil, voilà. Oui, mais on l'observe. Donc ça se fait naturellement, de manière... bon, c'est pas réfléchi, bien évidemment, dans le règne animal. Nous, on a d'autres méthodes qui sont parfois, Oui. Dans ce livre également, il y a une autre dimension. Ce sont on les appelle pas, je les appelais des astronautes ou des cosmonautes, mais vous leur donnez un autre. Taïmonaute. Voilà. Alors, pour revenir là-dessus, ce sont aussi un groupe d'humains qui sont partis dans l'espace et. Oui, c'est ça, puisqu'il est question de l'immortalité humaine, mais il est question aussi de l'immortalité terrestre dans cette histoire, puisque mon modèle cosmologique me permet effectivement, par des sauts dans le passé, et de repartir sur de nouvelles bases, etc., de manière infinie, enfin, de manière théorique. En fait, on va voir que là aussi, ça va un petit peu capoter. Mais bon, en théorie, si on pouvait voyager dans le temps, effectivement, rien ne nous empêcherait de retourner un petit peu dans le passé mais bon, évidemment, là, on tombe sur les problèmes de romans ou de films de science-fiction qui parlent de voyage dans le temps. On a des contradictions insolubles quand on veut faire des choses comme ça. Et donc, c'est à quoi j'ai essayé d'échapper aussi dans Chage d'Antor. Voilà. Ouais. Et une autre idée aussi, c'est de créer donc un genre humain particulier. Donc, on sélectionne quelques hommes, on sélectionne quelques femmes. Oui. Enfin, dans mon livre, au départ, c'est pas l'idée. C'est a priori la sélection se fait plutôt, on va dire, sur l'argent, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'acheter la longévité le font, et ça se passe comme ça. Après, oui, quand le gouvernement mondial devient un peu moins démocratique qu'il aurait dû être, oui, on s'aperçoit. Parce que là, ce gouvernement mondial, il cache énormément de choses. Et puis il y a aussi une forme de dictature mondiale. On retrouve quelques personnages dont on ne sait, ça ressemble un peu à certains dictateurs actuels, c'est qu'on ne sait plus trop s'ils sont morts ou pas. Mais comme là, il y a une notion du temps qui n'est plus celle qui est la nôtre là actuellement, quand nous on parle en 1 an, 2 ans, 3 ans, là ça va être 40, 50, 100 ans. Oui, effectivement. Oui, je parle de ça un petit peu aussi dans le livre. C'est plutôt une question un peu philosophique, mais effectivement, cette espèce d'accélération qu'on ressent en vieillissant du temps qui passe, en fait, c'est lié au fait que chacun d'entre nous a une seule unité pour mesurer le temps, qui est la longueur de sa vie. Et évidemment, plus notre vie augmente, plus cette unité s'allonge. Donc, notre perception du temps, elle, raccourcit, puisque, si vous voulez, 10 ans, quand on a 20 ans, c'est une demi-vie. 10 ans, quand on a 80 ans, c'est un 8e de vie. Donc, voilà, on a l'impression que ça s'accélère. Alors je disais qu'il y avait mélange des gens, il y a aussi beaucoup d'humour dans le livre, puisqu'il y a toute une partie, la sexualité aussi est abordée dans ce livre-là, et le personnage d'Anatoly Le Fur qui parle, justement, parce que on peut peut-être le dire, Patrick, il est devenu le super étalon. On peut le présenter comme ça. Par la force des choses, oui. Par la force des choses, il se retrouve à être le seul fertile. Voilà, le seul géniteur mondial. Donc il a tout autour de lui. Alors on se retrouve dans des îles paradisiaques du Pacifique, avec des filles extraordinaires qui ont beaucoup sélectionnées, oui, d'accord. Très sélectionnées, avec beaucoup de demandes. Et ça, on le retrouve aussi dans l'histoire où quand il est là à donner ses informations, du moins quand les scientifiques là
là au Chili écoute ce qu'il dit, il est interrompu et on sent il y a des présences féminines autour de lui qui le réclament, surtout quand il touche à ces domaines, notamment de la sexualité. Oui, bah ça c'est un petit peu, comment dire, décoratif, quoi. Bon, faut pas décourager le lecteur, ça peut amuser, effectivement. Oui, mais je pense que c'est bien ce mélange-là, parce qu'en fait, il touche à différentes choses de la vie, je dirais, et qui a, puisqu'on passe de moments très graves, d'énormes réflexions, et à d'autres moments aussi plus avec beaucoup d'humour, parce qu'il y a aussi de l'épouvante, quand on repense à des films, justement, on parlait de films de science-fiction tout à l'heure, où il y a des groupes de gens qui sont devenus puissamment armés et qui sont sans foi ni loi et qui recherchent notamment de la nourriture à un moment. Donc là, on retrouve soit des séries ou des films qu'on peut voir actuellement. Je pense à The Walking Dead, une série américaine, je la connais pas. Qui vous parlez à un moment de ces personnes qui sont quasiment anthropophages, peut-être même. Ah oui, ça c'est juste évoqué, mais effectivement ça existe, oui. Enfin oui, je me suis pas orienté. J'aurais pu m'orienter franchement de ce côté-là, mais je veux dire, mais vous abordez, c'est ça, une société très aseptisée, mais parallèlement, il y a une société violente. On est violente et revenue bien même on pourrait dire des siècles en avant. Oui, ou en arrière, enfin. Comment vous avez travaillé là-dessus? Parce que bon, il y a des bases scientifiques solides qui apparaissent dans ce livre, et ça a été, parce que moi j'ai l'impression en vous lisant que c'est très jubilatoire aussi pour vous. De toute façon, si j'écris, c'est d'abord pour prendre du plaisir. Si le lecteur peut en prendre, tant mieux. Ça, on le retrouve dans vos écrits. Oui, bien sûr, oui. On s'amuse beaucoup. Écrire un livre, c'est effectivement très très gratifiant. Je dirais même, pour moi, c'est beaucoup plus difficile après que pendant. C'est-à-dire, écrire un livre, ça me prend quoi? Allez, on va dire une année. Mais ce que je trouve difficile, à la limite, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire la promotion ou même la recherche d'un éditeur, tout simplement. C'est-à-dire ça, je trouve que c'est fastidieux. Voilà. Mais écrire, évidemment, c'est un plaisir. Oui. Ouais. Vous avez envie de poursuivre dans cette veine? Oui. Et c'est peut-être d'ailleurs en cours? Oui, c'est tout à fait. Ouais. C'est en cours. D'ailleurs, Chage d'Antor, j'ai dit que c'était mon 3e livre. Ce n'est pas vrai, c'est mon 4e. Mon 3e, en fait, c'est toute une histoire. Enfin, je ne veux pas la raconter ici. On a quelques minutes. Si, vous avez quelques minutes. Ouais. Non, donc j'avais signé un contrat avec un éditeur, que je nommerai pas peut-être, mais un grand éditeur, et qui est revenu sur sa parole, contrat signé 2 ans plus tard. Donc j'étais retour à la case départ, mais il semblerait que là j'ai retrouvé quelqu'un de sérieux, et donc ce livre pourrait sortir à la fin de cette année. Oui, on peut avoir quelques petits ingrédients. Oui, c'est encore de la science-fiction, mais enfin non, c'est un roman tout à fait inclassable. C'est un roman historico-scientifique, voilà, et ça parle des druides et de l'astronomie. Voilà, ça s'appellerait L'incroyable genèse du système d'Aristarque. Toute une histoire. Qu'est-ce que t'en penses, Élie? Moi, ce que je trouve formidable dans l'astronomie, c'est effectivement d'aller dans le passé. C'est-à-dire de voir des images du passé. C'est formidable, et on va dire sur un temps astronomique, c'est qu'à de le dire. Oui. Et ça, c'est formidable, parce que qui n'a pas envie d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé? Et là, on voit par l'astronomie des images qui nous viennent du cosmos et qui datent. Oui. Ça, c'est formidable. Et c'est un peu, d'ailleurs, ça fait rêver. C'est un peu l'idée des time notes, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde loin dans l'espace, on regarde aussi loin dans le passé, quoi. Et donc, c'est un petit peu. On voit des choses, effectivement, qui ne sont pas actuelles. Quand on voit d'ailleurs, là, on parle beaucoup de Mars, et puis d'équipes on le voyait encore hier à la télévision, d'équipes qui se préparent, pour y aller un jour. Ça vous interpelle tout ça aussi, parce que là, on s'aperçoit qu'à une époque, on parlait de Mars, ça paraissait si éloigné, et puis maintenant, ça arrive là à nos portes. Disons, ce qui est surtout intéressant sur Mars, c'est éventuellement les traces de vie qu'on pourrait y retrouver, enfin je veux dire des traces de vie antérieure. Enfin, il y a eu de l'eau sur Mars, c'est une certitude. Il y en a encore, mais plus évidemment pas à l'état liquide, enfermé, enterré si vous voulez. Et donc est-ce qu'on va trouver des traces de vie là-dedans? Je ne sais pas. Sinon, autrement, du point de vue strictement astronomique, si vous voulez, Mars c'est
c'est très connu. Enfin, je veux dire, c'est la banlieue proche. Moi, je suis à la limite plus intéressé par les grands lointains, quoi. Voilà. Ouais. Alors justement, une question là très très personnelle et là aujourd'hui en 2016, vous qui travaillez beaucoup sur l'avenir, comment vous l'imaginez cet avenir? Ah mais comme dans Chage-Nantor. Comme dans Chage-Nantor. Hélas. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, parce que c'est pas forcément réjouissant de cet avenir que vous présentez. Pas forcément, mais bon, là on se laisse un petit peu. Ça aurait pu basculer du bon côté. Je veux dire, après, quand on écrit un livre, quand j'écris un livre, je sais à peu près, je savais où je voulais aller, bien sûr, mais en cours de route, on est un peu pris par par l'histoire qu'on est en train d'écrire et ça peut évoluer. Là, ça a évolué un peu du mauvais côté. C'est pas entièrement de ma faute. Vous saviez, vous aviez bien tracé votre histoire en l'écrivant, c'est-à-dire que où ça a évolué au cours de l'écriture, où vous saviez la chute, puisque je dirais que la chute, c'est un roman, c'est pas mal de pages, c'est pas une nouvelle, mais c'est la chute d'une nouvelle, en fait, un peu la fin de ce livre. Vous la connaissiez Oui, comme je vous dis, la fin, je la connais, je sais exactement où je veux arriver, mais les chemins que je prends, c'est influencé par les personnages, parce que vous savez, quand on écrit, ça fait partie du plaisir d'écrire. Les personnages ont fini par ça devient quelqu'un pour vous, quoi. C'est-à-dire, et donc lui-même a une espèce d'autonomie, il prend une autonomie sous votre plume, c'est assez étrange, mais c'est comme ça. Ouais. En tout cas, moi je conseille vivement Chage-Nantor. Hors émission, j'avais eu l'occasion d'avoir Patrick Lehébel au téléphone, on en a discuté un peu. J'avais des craintes un peu au début, puisque c'est un ouvrage quand même un peu avec des bases scientifiques solides, mais très rapidement le suspense arrive, il y a plein de sujets de réflexion, et c'est vraiment un livre très très intéressant, dont je rappelle, Chage-Nantor, Patrick Lehébel, c'est Antigone 14 édition. Oui, merci. Donc, on va se retrouver dans quelques secondes en compagnie d'Élie Durel, mais aussi avec Patrick qui pourra intervenir, et on va s'octroyer une petite pause musicale.
C'était The Corse, un extrait d'un album qui n'est pas très récent, qui s'appelle White Light. On revient donc dans Bouquins en Bretagne. Je reviens juste avec Patrick Lehebel, car demain, dimanche, vous serez à Blain, où il y a un salon du livre, avec de nombreux écrivains. J'ai vu la liste, et notamment plusieurs d'entre eux sont déjà passés sur ce plateau. Oui. Ben, vous m'avez parlé de Monsieur Gache. Oui, c'est ça, Étienne, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui sera effectivement demain aussi à ce salon du livre. Oui, c'est au château de la Groulet. C'est ça. Donc vous serez toute la journée en dédicace. Oui, de 10h à 18h. Voilà, donc ça on peut le retrouver si vous allez sur Internet. Il y a tout l'explication et les auteurs qui sont présents demain. On va prendre la machine à... J'allais dire remonter le temps. On va partir au XVIIe et au XVIIIe siècle en évoquant avec Élie Durel à travers son livre Le plus grand venait de Nantes, Jacques Cassard, le corsaire oublié. Alors Jacques Cassard, la plupart des Nantais, du moins ils connaissent son nom, mais à savoir d'abord qui il était et quelle a été son activité. Souvent le marin, ça se limite à ça. Et peut-être qu'on connaît moins la fin de sa vie aussi, qui est très très misérable. Et donc tu évoques son souvenir dans ce livre publié aux éditions L'Ancre de Marine. Alors on repart, il naît en 1679 à Nantes précisément, près du port. Dans le quartier de la Fosse, effectivement, dans le quartier de la Fosse. Alors on ne parle pas du quai de la Fosse, qui est bien connu aujourd'hui, car le quai n'existait pas sous cette appellation à l'époque. Jacques Cassard est né là, près du Saint-Nita, qui était l'hôpital général, enfin qui était une léproserie avant et qui était l'hôpital général de Nantes. Dans une famille très nombreuse, puisque sa mère a eu 13 enfants, 6 seulement ont survécu, parce qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup de mortalité enfantine liée aux conditions d'hygiène qui étaient catastrophiques. Donc il a eu un frère, sa mère d'ailleurs, le dernier enfant, qui était un garçon, elle avait 53 ans. Qui est relativement étonnant, quelque part. Et sur les 6 enfants, il avait 4 sœurs. Il était donc l'avant-dernier survivant. Donc, famille de négociants, marins... Voilà, famille de... Son père était négociant. Négociant, c'est dire qu'il avait une échoppe en front de ce quartier de la Fosse, où il commerçait du sucre. Il fournissait du sucre aux raffineries qui commençaient à prospérer sur Nantes, et puis aussi des épices, du tabac, voilà. Et il lui arrivait d'affréter des bateaux pour aller vers les Antilles chercher ces denrées. Et je pense que Jacques Cassard a commencé à avoir une certaine haine à l'égard des Anglais. Oui, elle est présente dans tout le livre jusqu'à la fin. Parce que les Anglais et puis les pirates en général ou les corsaires, juste voilà, c'est une question que je voulais te poser. Voilà. Alors, pirates corsaires, je dirais, c'est la même chose. Ils font des actions de piraterie en mer. Simplement, le pirate, lui, le fait pour son propre compte. S'il est fait prisonnier, eh bien, il est pendu haut et court. Haut pour qu'on le voie et court pour économiser la corde. Alors que le corsaire le fait pour le compte d'un État, il est commandité quelque part, et on le verra sur Jacques Cassard de manière très remarquable d'ailleurs. Et s'il est fait prisonnier, lui, il devient une monnaie d'échange. Oui, c'est un prisonnier de guerre quelque part. Voilà, c'est un prisonnier de guerre, absolument. Donc il y avait dans l'embouchure de la Loire de la piraterie, et le père de Jacques Cassard en a été victime et pratiquement ruiné à cause de cela. Les pirates qui étaient soit espagnols, anglais, hollandais, etc. Donc il y avait plusieurs, avec comme refuge, comme repère, l'îlot du Pilier au large de Noirmoutier. Donc il a fallu d'ailleurs que le roi envoie des navires pour éliminer cette racaille, comme diraient aujourd'hui certains, car non seulement il pillait les navires marchands, mais les pêcheurs aussi. Oui, c'est ce que tu montres dans le livre, effectivement, qu'il y avait c'est incroyable, d'ailleurs, cette présence étrangère très proche des côtes, et bloquant quelque part l'embouchure de la Loire. Il faut savoir quand même que Nantes était un des principaux ports de la côte atlantique, si ce n'est le principal, très bien situé d'ailleurs au début de l'estuaire de la Loire.
un petit peu comme Hennebont, hein, mais là c'était beaucoup plus important, un port fluvial, un port maritime. Donc il y avait un trafic considérable qui intéressait bien évidemment les pirates, mais aussi les États étrangers qui voulaient nuire à l'économie française. Donc c'était très actif, oui, effectivement. Alors on va voir Jacques Cassard, rapidement, très jeune, veut embarquer, et très jeune aussi, il veut prendre des responsabilités justement sur un bateau. Il veut pas être simplement un matelot et après peut-être un petit officier, mais on sent dès le début, dès sa plus tendre enfance, cette envie de commander. Et pas n'importe quoi, pas n'importe quel navire. Tout à fait, effectivement, il a tout de suite une ambition d'être un marin, un commandant, un capitaine de navire. Il avait pour cela deux beaux-frères. Hein. L'un était propriétaire, hein, il avait une flotte très importante. L'autre était capitaine de navire. Donc, d'ailleurs, c'est celui-là qui l'a initié à, comment dirais-je, à la navigation côtière. Hein. Cassard, d'ailleurs, c'était à la mort de son père, puisque son père est mort, il avait à peu près, lui, 14 ans, à peine. Donc, ses beaux-frères l'ont pris, entre guillemets, en main, puisque la famille était assez misérable à ce moment-là. Hein. Il a commencé à faire du canotage sur les côtes de l'Atlantique vers Brest pour alimenter l'arsenal de Brest qui se développait considérablement parce que effectivement la France était en guerre ou entrait en guerre avec des puissances étrangères et en particulier l'Angleterre qui avait une flotte considérable qui investissait tous ses moyens financiers sur la marine, alors que du côté français, Louis XIV avait quelques soucis à se faire, puisqu'il avait une politique étrangère qui était quand même assez agressive, et qui lui a valu évidemment des coalitions importantes. Et lui, il fallait qu'à la fois il défende les frontières terrestres et maritimes. Donc il ne pouvait pas assurer les deux. Et c'est comme cela que est né de manière très très importante ce que j'appellerais cette armée auxiliaire quelque part, qui étaient les corsaires, donc une flotte de guerre qui n'était pas financée par l'État, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais par des particuliers, des armateurs, qui finançaient cela, et bien évidemment, eux attendaient un retour sur investissement, et le retour sur investissement, c'était le pillage de navires ennemis ou de possessions ennemies. Et de ce côté-là, Cassard a été absolument formidable. C'est ce qu'on va voir pour avancer dans le livre, c'est que il va réaliser des coups d'éclat, il va faire le maximum pour d'abord être reconnu, parce que c'est une question de reconnaissance également. Alors, une fois qu'il a effectivement acquis cette capacité à devenir un capitaine de navire, d'ailleurs, il a passé son brevet, il a menti sur son âge, hein, puisque normalement, il fallait être majeur. À l'époque, la majorité était à 25 ans. Donc, il a fait comme Duguay-Trouin. Lui n'avait pas menti, Duguay-Trouin, mais Cassard a menti sur son âge, avec l'amirauté à Nantes, pour pouvoir passer son brevet de capitaine de navire. Mais pour être connu, parce que lui, et surtout sa mère, souhaitaient qu'il devienne un officier de la Royale. Pour arriver à cela, il faut s'illustrer. Soit être noble, ce qui était un atout, soit s'illustrer. Et s'illustrer comment, à ce moment-là? Eh bien, en faisant des actions de corsaire, d'où le fait que Cassard a demandé à un de ses deux beaux-frères, justement, de le recommander auprès de capitaine de navire corsaire de Saint-Malo. Donc il est allé dans la cité des corsaires à Saint-Malo, et très rapidement, les succès se sont succédés. Il a montré à la fois ses capacités manœuvrières et ses capacités de soldat. Car Cassard, je reviens un petit peu en arrière, c'était quelqu'un de très intelligent, et qui était très doué et qui avait une passion pour les sciences. Il avait un oncle qui était prêtre ici à Nantes, donc dans le quartier de la Fosse, lui aussi, qui l'a accompagné dans son éducation et surtout dans l'enseignement. Donc Cassard était quelqu'un qui était qui était un scientifique, on peut dire, car j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il s'est beaucoup intéressé à Brest, à l'arsenal.
a fréquenté les ingénieurs constructeurs de navires. Parce qu'il voulait connaître tous les corps de métier. Voilà, tous les corps de métier, marine, les ingénieurs artificiers, etc. D'ailleurs, il deviendra un artificier hors pair. Hein, mais oui, artificier hors pair, il deviendra, il a une connaissance tout à fait remarquable de la construction des navires de guerre, donc il sait exactement ce qu'il faut faire pour les détruire, ou à contrario pour réparer, ou tout du moins se sauver si on est touché par l'ennemi, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très polyvalent. Il a une capacité aussi d'intervention terrestre en tant qu'un stratège. C'est aussi un stratège. Il a aussi bien attaqué des navires de manière très remarquable, mais aussi des sites à terre. Oui. Alors, si tu veux, on va avancer justement, parler de ces grands faits importants. Il y a Carthagène, mais après il y a outre-Atlantique aussi. C'est les gros faits qui vont le faire connaître. Voilà. Donc effectivement, Cassard, lorsqu'il s'est illustré comme corsaire à Saint-Malo, s'est fait remarquer par les officiers de la Royale, et en particulier de Pointis. De Pointis qui avait convaincu la cour du roi de France, Louis XIV, d'aller attaquer Carthagène, ce qui était absolument inouï. Hein. C'était quand même... Mais excusez-moi, on parle de Carthagène des Indes, Amérique. Oui, d'accord. Hein, oui, parce que, toujours pareil, au remonte à Christophe Colomb, on pensait découvrir les Indes telles qu'on... en Asie, et puis on s'est trompé, on allait un petit peu, voilà. Donc c'est la Carthagène des Indes, qui était une place stratégique pour les Espagnols, en termes de commerce, en termes de guerre, etc. Et donc, Cassard s'est fait remarquer par de Pointis, qui l'a pris parmi ses officiers, parce qu'il avait déjà le statut d'un officier de navire, pas de la Royale, bien évidemment. Hein. Et il était à bord d'une canonnière, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'était qui balançait des munitions, pas des boulets, hein, mais des bombes, une bombarde en fait, hein, des bombes explosives incendiaires. C'était très risqué, hein, ce qu'il faisait. Hein, complètement, parce que il fallait s'approcher assez près de l'objectif et pointer en manœuvrant le bateau. C'est-à-dire qu'il y avait 2 ancres à l'arrière et il fallait tirer de l'un côté ou de l'autre pour pointer. On imagine bien, sous la mitraille et sous les canons et les boulets de l'adversaire, il fallait quand même avoir un certain cran. Et comme Cassard avait une parfaite connaissance de ce qu'étaient les munitions, les armes, les canons, etc., et puis la manœuvre, il était expert. Donc il a contribué à la prise de Carthagène, sachant que Carthagène, c'était un petit peu comme Saint-Malo, il y avait une rade dont l'accès était était limité par une passe, hein, qui bien évidemment était hyper défendue. Il fallait avoir l'audace de passer là. Donc il y a une troupe qui a été débarquée, qui a attaqué les forteresses. Et ils sont entrés dans cette passe en halant, parce qu'ils ne pouvaient pas, donc c'est pas la voile, hein, donc on imagine là aussi les problématiques que ça posait. Donc une partie de la flotte a pu rentrer avec des navires d'importance très moyenne, parce que les plus gros ne pouvaient pas y pénétrer, dont le bateau de Cassard qui a pilonné par l'intérieur de cette rade, par cette sorte de lagune, les défenses de Carthagène. Et une fois qu'ils ont bien comment dirais-je, matraqué ces défenses, eh bien ils sont descendus par terre et puis ils ont attaqué, ils ont pris Carthagène. Et là c'est une prise inouïe, parce que même à la cour du roi de France, ils n'imaginaient pas du tout que ça puisse être un succès. Mais Carthagène n'avait pas déjà été pris une fois par l'Olonnais, ça vous dit quelque chose, ça? C'est un pirate ou un corsaire des Sables d'Olonne, je crois qu'il avait déjà... pris pas dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une attaque de Carthagène, mais ça n'a pas été envahi, et comme cela a été avec de Pointis et toutes ces... Alors d'ailleurs, au passage, ils avaient il y avait pas assez d'hommes
qui sont partis dans cette expédition au départ. Il y en a quelques-uns qui meurent en cours de route. Et des flibustiers qui ont été embarqués, 800 d'ailleurs. Hein. Et c'est là que Cassard a sympathisé, ou s'est illustré plutôt avec des flibustiers, car il a pris le commandement d'une troupe de flibustiers, sachant que des flibustiers, à bord d'un navire, ils obéissent, et à terre, ils sont complètement contrôlables. Et Cassard a eu cette remarquable capacité à commander un groupe de flibustiers et à les mener à l'assaut de la forteresse de Carthagène. On va évoluer parce que le temps passe très vite. Il va y avoir donc d'autres, parce que ça va être important de revenir aussi sur la compréhension justement du fait qu'il n'ait pas eu, que sa fin de vie a été telle qu'elle a été. Hein. Ouais. Alors après Carthagène, effectivement, De Pointis d'ailleurs a reconnu les mérites de Cassard, en a parlé à la cour, et Cassard a été reçu par Louis XIV. Et Louis XIV l'a nommé officier de la Royale. Hein. Donc à partir de là, il a été affecté principalement à Toulon. Il est peu connu, parce que c'est extraordinaire, Cassard s'est intéressé à ce que Vauban a fait. Vauban était à la fois un architecte naval et il était militaire. C'est quand même lui qui a défendu Brest, personnellement, en tant que militaire, hein, sur une attaque anglaise. Cassard est admiratif de Vauban. Et quand il est arrivé à Toulon, Vauban venait de mourir l'année précédente, et la cour lui a demandé de reprendre les plans de Vauban, demandé à Cassard de reprendre les plans de Vauban pour renforcer les défenses de Toulon, du port de Toulon. C'est quand même assez extraordinaire, je trouve, et quand on parlera de sa fin tout à l'heure, c'est aussi... car c'est peu connu que Cassard a été aussi comment dirais-je... a repris les travaux de Vauban. Il les a pas achevés parce que très rapidement, on lui a demandé d'aller protéger des convois de bled, hein, ces convois de céréales qui venaient du Proche-Orient ou d'Afrique du Nord, sachant que la Méditerranée est occupée par les Anglais. Donc, il fallait escorter ces convois de bled, et on peut dire que Cassard a sauvé de la famine, si ce n'est les Provençaux, au moins les Marseillais. Le problème, c'est que quand il a demandé d'indemniser des frais qu'il avait engagés dans cette protection d'escorte, eh bien, parce qu'il lui est arrivé quand même quelques petits problèmes. Il a été sacrément agressé par les Anglais, il en a détruit pas mal de navires anglais, et pendant qu'il s'occupait des Anglais, il a demandé au convoi de filer sur Marseille pendant qu'il bloquait les Anglais. Bon, il y a quelques navires marchands qui ont souhaité rester avec lui, mais le navire de Cassard a été très endommagé. Il a dû, comment dire, adouber, il a dû réparer avant de rentrer à Marseille quelques jours plus tard. Et quand il est arrivé, qu'il a demandé aux îles marseillaises de le dédommager, on va dire, bien sûr. Ce qui était complètement normal. Les autres, je lui ai dit, non, pas du tout, vous y êtes pour rien, les navires sont rentrés tout seuls, voilà. Et justement, il y aura jusqu'à la fin de ces jours, ces dédommagements le poursuivront, hein, parce qu'il n'aura pas... Que ça commençait comme cela, c'est des bois. Il a engagé, il avait de l'argent, il avait pas une fortune, mais il avait de l'argent, donc il était quasiment ruiné. Il a fait un procès avec Aix-en-Provence, qui n'a pas été suivi. Je raconte un petit peu pourquoi, effectivement, parce que Cassard n'était pas d'origine noble, etc. Et puis le Parlement d'Aix-en-Provence avait une autonomie, hein, je veux dire, par rapport à la cour royale. Ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire, ils n'étaient pas forcément d'accord. Donc Cassard a commencé à se souvenir de cela. À la cour, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas de soutien. Cassard n'a jamais cherché à avoir des soutiens à la cour. Il aurait très bien pu le faire, comme à Duguay-Trouin, etc. Donc comme il n'avait pas de soutien, voilà. Et puis ça s'est aggravé, car les créanciers le harcelaient. Donc il fallait qu'il paye les créanciers, mais lui on ne le payait pas des frais qu'il avait engagés. Puis il a mené d'autres actions qui n'ont pas non plus été indemnisées comme ça aurait dû l'être. En plus, les prises qu'il a faites dans les Antilles, où il est revenu avec une fortune colossale, parce que vous savez, on parlait de corsaires,
c'est pas l'État qui finançait, mais dans le partage, l'État s'en réservait une part non négligeable, hein, donc il y avait une part qui revenait aux armateurs, on va dire ceux qui avaient financé l'expédition, aux capitaines du navire, aux marins, aux corsaires en général, et puis l'État se récupérait une quote-part. Oui. Donc il a enrichi les caisses de l'État, et en retour, il n'a pas reçu ce qui lui revenait. Alors justement, pour aller plus vite, oui. On arrive à la fin de sa vie. Alors il y a plusieurs choses. Est-ce que c'était dû à le fait qu'il ne soit pas noble, le franc-parler qu'il a eu, parce qu'il a eu quand même des mots assez durs quand il allait voir les proches du roi. Hein. Ensuite, il y a eu aussi la conjoncture internationale, la paix qui se faisait aussi avec les Anglais. Plusieurs choses qui ont fait que Cassard, il va décliner, ou on va même le faire taire, on peut le dire rapidement. Oui, ouais. Je crois que les trois, effectivement, Cassard n'était pas quand même quelqu'un, il avait un franc-parler, il ne se l'envoyait pas dire hein, quand il pensait quelque chose, haine c'est peut-être un peu fort, mais il voulait bouffer de l'anglais, hein, c'est très clair. Et compte tenu du fait qu'il ne voulait pas, Louis XIV lui a octroyé l'ordre de Saint-Louis. Louis XIV est mort avant qu'il la reçoive officiellement. Donc c'est le régent qui lui a octroyé officiellement, mais sans la pension, ce qui était un affront. Et alors parlait du fait qu'il n'était pas noble. Cet ordre de Saint-Louis était généralement réservé aux nobles. Donc Cassard n'était pas noble, il a eu l'ordre de Saint-Louis parce qu'il a des mérites extraordinaire, mais on lui donne sans la rente. Après, lui, il demandait qu'on lui donne sa quote-part sur les prises qu'il a faites dans les Antilles. On ne lui donne pas, ou du moins, on veut lui donner une chose médiocre, une sorte de rente, et lui, il ne veut pas. Il ne veut pas que ce soit, entre guillemets, si on parle aujourd'hui, le contribuable qui paye ce qu'on lui doit. Hein. Donc c'était quelqu'un de très honnête. Oui, tout à fait. Le temps passe très vite. Oui. Quand on écoute Élie Durel, l'émission pourrait durer 2-3 heures. Malheureusement, on est pris par le temps. Évoquons juste en une minute déjà Cassard et la traite négrière, parce que c'est souvent des choses qui peut-être quand il a commencé, elle était moins importante, mais c'est un sujet qu'on a souvent abordé. Juste un petit mot là-dessus, et puis après sa fin est malheureuse, Élie. Oui, Cassard, c'était la traite négrière, était à ses débuts. Cassard l'a fait un peu quand c'était classique, hein, le fameux le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et puis l'Amérique. Juste un mot pour dire que Surcouf a commencé sa carrière comme ça aussi. Voilà, mais c'est plusieurs convois négriers entre Madagascar. Donc Cassard n'a pas véritablement fait de la traite négrière. Par contre, dans ses prises, que ce soit aux îles du Cap-Vert, il y avait dans ce que payait, ce qui était rançonné, il y avait effectivement des esclaves qui étaient vendus à prix d'or pour aller effectivement travailler dans les Antilles sur les exploitations sucrières, etc. Maintenant, juste il nous reste peu de temps, hein, sur sa fin malheureuse. Alors là, si vous restez sur votre fin, chers auditeurs, vous trouverez tout dans le livre d'Élie. Hein, donc ne vous en faites pas si tout n'est pas dit sur le plateau. Oui, alors personnellement, je pense que Cassard était victime d'une raison d'État. Hein, Cassard était aigri, il harcelait le ministère pour recevoir son dû. Il a fini par être reçu par le cardinal de Fleury, qui était de fait le Premier ministre. Et vraisemblablement, il a eu des paroles un peu fortes. Il a peut-être même un peu effleuré le cardinal de Fleury, ce qui ne se fait pas. Et surtout, je pense qu'il a dit qu'il était encore prêt à combattre les Anglais. Alors qu'il y avait une diplomatie souterraine, à la fin du règne de Louis XIV, d'ailleurs, Louis XIV dont on disait qu'il était « l'État c'est moi », l'État c'était plus lui. Et il y avait une diplomatie souterraine de réconciliation avec les Anglais parce que la France était exsangue, il fallait absolument faire la paix avec les Anglais. Et Cassard qui voulait encore se faire de l'anglais, effectivement, ça ne passait pas du tout dans la volonté de Fleury. Et qui a fini par le faire enfermer. Oui, il va être mis au secret, on va dire. Mis au secret, comme soi-disant fou.
Mais comme Cassard proclamait partout « je suis Cassard », il hurlait, il était même entendu dans le voisinage « je suis Cassard », etc. Ben, ils ont fini par l'enfermer pour de bon dans la forteresse d'Am, dans la Somme. Et le comble, c'est que cette forteresse a été, c'est qu'à de le dire, fortifiée par Vauban. Donc Cassard a eu 4 ans avant sa mort pour méditer sur son idole, quelque part, qui était Vauban. Bah c'est très bien, on a fait vite à la fin. Je vous remercie tous les deux, Patrick Lehébel pour Chage-Nantor aux éditions Antigone 14 et Élie Durel, Le plus grand venait de Nantes, Jacques Cassard, Le corsaire oublié aux éditions L'encre de marine. Je vous remercie tous les deux de nous avoir fait voyager dans le futur et puis dans le passé. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Et je rappelle donc vous avez tous les renseignements, tout ce qu'on n'en a pas abordé là ou qu'on n'a pas développé, je dirais, sur ce plateau, vous le trouvez dans ces 2 livres. Voilà, je remercie Julien qui réalisait cette émission, puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Bouquins en Bretagne.